bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 16 décembre. La présidente Sahlawerk Zaoude est arrivée en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. À son arrivée à Abidjan en Côte d'Ivoire, elle a été accueillie par le président Olusegun Ouattara. Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, la présidente Sahlawerk Zaoude devrait s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur les relations bilatérales et la situation actuelle en Éthiopie. La Côte d'Ivoire est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et n'a pas voté en faveur d'une conférence sur les droits de l'homme en Éthiopie. Lors de son séjour avec son homologue, la présidente devrait expliquer la réalité de l'Éthiopie sur le terrain alors que l'Éthiopie cherche à renforcer son partenariat avec les pays africains afin de résister à la pression de certains pays occidentaux. On s'attend à ce que l'Éthiopie continue de recevoir le plein soutien et le partenariat de la Côte d'Ivoire sur la base de sa réputation sur le continent. Au milieu des appels de l'Éthiopie, à environ 1 million de diaspora rentrent chez eux pour la fête de Noël éthiopienne dans ce qui est connu sous le nom Grand défi de retour de l'Éthiopie à la maison. L'Éthiopie a déclaré que le défi est ouvert non seulement à la diaspora éthiopienne, mais également à tous les amis de l'Éthiopie. La nation a organisé un comité national pour superviser sa mise en œuvre. Certains diasporas éthiopiens ont exprimé l'espoir que l'occasion serve à consolider les liens entre le gouvernement et la communauté éthiopienne qui ont aidé à exprimer les préoccupations de la nation pendant la guerre un an avec le TPLF. On a plus à ce sujet. Tout en aidant à cimenter les liens entre la diaspora et le gouvernement, l'appel sert également à réfuter les fausses alertes émises par certaines ambassades occidentales et à montrer au monde que la situation sécuritaire dans le pays n'est pas un problème. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement a organisé un comité national chargé d'entreprendre les préparatifs pour recevoir 1 million de la diaspora éthiopienne à travers le monde. Le directeur général de l'agence des diasporas éthiopiennes, Mohamed Idriss, a déclaré que les préparatifs étaient bien avancés pour recevoir les diasporas à venir. Plus de 38 ambassades éthiopiennes sont occupées à inscrire des membres de la diaspora éthiopienne et des ressortissants éthiopiens pour participer au défi du retour au pays. Pendant ce temps, une partie de la diaspora éthiopienne, approchée par les TV, a exprimé l'espoir que l'occasion soit l'occasion de renforcer les liens entre le gouvernement et la communauté éthiopienne. L'agence de la diaspora facilite diverses activités génératrices des revenus et événements organisés par les diasporas éthiopiennes. L'agence a souligné que la campagne du défi de retour au pays est ouverte à toute la diaspora éthiopienne, aux personnes d'origine éthiopienne, aux amis de l'Éthiopie ainsi qu'à d'autres partisans panafricains. Le comité national dirigé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Damak Amakonnen, prévoit d'organiser divers événements pour réaliser le défi du retour à la maison. La dernière tournure des événements met en lumière le fait que l'Union européenne continue de saisir les conflits induits par le TPLF en Éthiopie comme prétexte pour une nouvelle intervention.
L'annonce de leur soi-disant inquiétude en Éthiopie est une dissimulation de leurs préoccupations concernant l'afflux de réfugiés dans leur pays et leur obéissance de créer un gouvernement fantoche en Éthiopie. Dans une dernière série de tentatives pour faire pression sur la nation, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a convoqué une session extraordinaire vendredi. Une partie évidente de ce plan surnois la réunion prévue a été vivement contestée par l'Éthiopie et certains Africains. Zalala Mouarkana a plus. L'Éthiopie, qui a déjà beaucoup à faire dans ses affaires internes, n'a pas encore convoqué le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vendredi sous prétexte de traiter ce qu'ils appellent la grave situation des droits de l'homme en Éthiopie. En grand désarroi de l'Éthiopie, la session extraordinaire est convoquée à la suite d'une demande officielle soumise le 13 décembre par l'Union européenne, soutenue par les principaux architectes du mouvement comme la France, l'Italie, le Danemark et le Royaume-Uni. La demande a également été soutenue par un tiers des 47 États membres avec quelques autres en tant qu'observateurs, le plus notable étant les États-Unis, leur donnant évidemment une tape sur l'épaule. L'une des ironies, cependant, est qu'ils répètent encore leur rôle autoproclamé et leur routine consistant à tenir une discussion sur l'Afrique en l'absence manifeste des Noirs. Il convient de rappeler que l'équipe d'enquête conjointe de l'UNHRC et que la Commission éthiopienne des droits de l'homme a rendu des conclusions publiques le mois dernier. L'Éthiopie a accepté de mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le rapport. C'est dans ce contexte que la session spéciale surgit de nulle part. L'Éthiopie a déclaré qu'il ne pouvait s'agir qu'une de méprise totale pour les efforts et le travail accomplis par le gouvernement, ajoutant que cette décision visait à faire pression avec un objectif politiquement motivé. Ce n'est bien sûr pas la première fois que l'Éthiopie est témoin de tentatives aussi injustes et contre-productives de la part de certains d'exercer des pressions politiques. Ces pays ont également adopté une résolution qui n'impliquait ni le pays concerné, ni ne tenait compte de l'appel lancé par d'autres pour retirer la résolution. En attendant, l'Éthiopie assure les membres du Conseil des droits de l'homme et la communauté internationale de son engagement à continuer de s'engager de manière constructive et de s'acquitter de ses obligations en vertu du droit international de respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme. Et cela a gagné le plein soutien de l'Union africaine et d'autres organismes concernés. Un universitaire affirme que la victoire sur le champ de bataille remportée dans la lutte contre le terroriste TPLF est le témoignage que les Éthiopiens ne transigent pas sur la souveraineté de leur pays. Lors d'un entretien avec ETV, l'universitaire a déclaré que la première phase de la dernière campagne de contre-offensive menée par le commandant en chef Abiy Ahmed fournit un exemple frappant du patrimoine éthiopien. Massarat Tekaling, un plus. Suite à l'appel lancé par leur chef, le commandant-en-chef Abiy Ahmed, les Éthiopiens ont lancé un assaut patriotique contre l'ennemi afin de sauver leur pays de la désintégration. Les aventures que les Éthiopiens ont fait dans différents champs de bataille restent vivants. Les Éthiopiens, accompagnés de leur commandant-en-chef, se sont lancés dans une aventure remarquable tout en déployant leur effort héroïque pour sauver leur pays de la destruction. L'aventure a été marquée par des victoires sur plusieurs fronts, comme l'a dit ce chercheur de l'université de Jijiga. La forteresse ennemie de Gashena, qui a mis des mois à être érigée par les forces d'invasion, a été détruite en quelques jours. Les victoires de l'armée à Chifra, Gashena et d'autres batailles ont inévitablement reflété que le patriotisme reste élevé. Les actes héroïques ont également montré au monde qu'il y a une grande leçon à apprendre. C'est notamment pour ceux qui ont publié qu'Abiy Ahmed a une expérience en sciences de la guerre. Dans les rangs ennemis, on sous-estimé le Premier ministre, ne lui accordant que du crédit en tant que spécialiste du leadership. Mais il devrait également se rappeler qu'il a appris les aspects essentiels de la guerre et de sa science avec l'état-major
en servant son pays. La victoire de la campagne de libération de ce pays est comme une attaque sur deux fronts contre l'ennemi. D'une part, il montre que les Noirs peuvent se gouverner sans ingérence, tandis que d'autre part, il sert à préciser que la tentative d'installation de la néocolonisation sera durement touchée. L'Erdu a conclu en disant que les Éthiopiens doivent maintenant se préparer à d'autres tâches telles que la reconstruction tout en profitant de la victoire. Chers téléspectateurs, maintenant je me trouve avec mon collègue Zelalem et on va discuter sur l'actualité dans les 24 heures concernant surtout sur l'Éthiopie. Donc bonjour Zelalem et bienvenue. Donc quelles sont les principales actualités qui se sont passées dans les 24 heures? Bon, merci de m'avoir reçu ici. Il y a quelques majeures activités qui se passent surtout concernant l'Éthiopie. Il y a les invitations de la diaspora qui vont venir pour célébrer la fête de Noël parce que notre Premier ministre Abiy Ahmed leur a donné des invitations. Et en même temps, quand ils viennent, ils sont considérés de contribuer sur les activités du développement de l'Éthiopie parce que en tant qu'Éthiopie, nous sommes en train de passer une guerre qui a duré plus qu'un an jusqu'à maintenant. Donc, il y avait beaucoup des infrastructures détruites et des écoles et des réseaux d'électricité et tout ça qui sont détruits. Donc, en même temps, quand ils viennent ici, donc ils vont contribuer. En même temps, célébrer la fête de Noël. En plus, contribuer de l'argent ou bien de main-d'œuvre pour l'Éthiopie sur les places qui sont démantelées et détruites, et même en même temps l'économie aussi. À part ça, l'Organisation des Nations Unies sur le Conseil des droits de l'homme, on va organiser demain une réunion convoquée en session extraordinaire concernant la situation de l'Éthiopie, mais en même temps, l'Éthiopie et même les pays africains ne sont pas invités sur cette réunion extraordinaire qui donne vraiment quelque chose qui est très affreux, à mon avis, parce que cette raison, je peux dire ça parce que concernant les situations qui se trouvent en Éthiopie, les activités, les dirigeants africains doivent se trouver sur cette réunion. Mais ce n'était pas le cas, donc on va voir ce qui va se passer après la session extraordinaire du vendredi. Ça veut dire demain. Oui, et d'autres choses, il y avait des démantelations trouvées par le clic qui a causé les démantelations de réseaux d'électricité dans différentes villes d'Éthiopie. Comme Kombolcha et Samara. Comme Kombolcha et Samara, oui. Donc ça va causer beaucoup de millions de bières et ça va prendre beaucoup de temps pour le reconstruire. Et c'était tellement grave parce que la plupart des régions d'Éthiopie, surtout les places qu'ils ont contrôlées, qui étaient contrôlées par le jeune TPLF, sont presque détruites. Donc il y aura beaucoup de travail à faire en tant que... Sur les infrastructures. Sur les infrastructures, en même temps sur les hôpitaux, les écoles, tout. Donc il y aura beaucoup de travail à faire pour les Éthiopiens. Donc en même temps, je veux dire que les diasporas, s'ils viennent, quand ils viennent, je suis sûr qu'ils vont contribuer sur ces majeures activités. Oui. Donc, merci Zelalem de venir ici pour nous donner quelques informations concernant les principales actualités des 24 heures. Merci. Chers téléspectateurs, on va passer au journal. La Pologne a annoncé qu'elle soutiendrait le développement de l'économie numérique initié par l'Éthiopie. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Bellet Amolla, a discuté avec l'ambassadeur de Pologne, M. Przemysław Bobak, en Éthiopie de la question de savoir si le pays peut travailler ensemble dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation.
Dr Belletta a déclaré dans sa discussion que la Pologne est un pays avec une expérience en sciences, technologies et innovation, que l'Éthiopie souhaite acquérir de l'expérience et du soutien de la Pologne dans ce domaine. Il a noté que l'Éthiopie travaillait à la construction d'une économie numérique. La Pologne a déclaré qu'elle était nécessaire de reprendre l'expérience de la banque électronique. L'ambassadeur de Pologne en Éthiopie, M. Przemysław Bobak, a déclaré qu'il était prêt à soutenir les travaux de construction de l'économie numérique de l'Éthiopie. Des experts éthiopiens ont annoncé qu'ils offriraient des opportunités qui lui permettront d'acquérir de l'expérience sur le terrain. La Pologne a approuvé qu'elle était prête à partager son expérience en matière de banque électronique, d'administration fiscale, d'administration de l'information, de systèmes d'information géospatiale avec l'Éthiopie. Les deux pays sont parvenus à un accord pour se mettre en travail en préparant un cadre coopératif pouvant œuvrer ensemble à la construction de l'économie numérique. Le gouvernement néerlandais a été appelé à se présenter aux côtés du gouvernement éthiopien élu. Le 6 décembre 2014, calendrier éthiopien, des membres de la communauté de la diaspora éthiopienne dans le pays ont demandé au gouvernement des Pays-Bas de soutenir le peuple élu par le gouvernement éthiopien. Une manifestation pacifique qui fait partie de la campagne #NoMore a eu lieu dans la ville appelée le centre de la diplomatie aux Pays-Bas. Les informations des coordinateurs des EA montrent que la manifestation est partie d'une zone appelée Malveld, puis vers le ministre néerlandais des Affaires étrangères et puis vers le Parlement du pays. Des Éthiopiens, des Érythréens, des citoyens d'autres pays africains, des Jamaïcains et d'autres amis éthiopiens ont participé à la manifestation. Les manifestants ont diffusé des messages qui s'opposent aux pressions et ingérences inutiles de certains pays occidentaux sur l'Éthiopie et l'Érythrée. La communauté internationale a appelé les terroristes TPLF et Chaney à condamner les atrocités qu'ils commettent sur la population et les médias internationaux pour arrêter les fausses nouvelles qui répandent sur l'Éthiopie. Des membres de la communauté de la diaspora éthiopienne vivant aux Pays-Bas ont demandé au gouvernement néerlandais de se ranger aux côtés du gouvernement éthiopien élu. Et pour conclure le journal, la police fédérale éthiopienne a déclaré que les journalistes impliqués dans la promotion du groupe terroriste Chaney dans l'État d'Oromie avaient été arrêtés. L'Associated Press rapporte que la police fédérale éthiopienne enquête sur l'implication présumée du groupe terroriste sénégalais du Middle au Kenya. Le premier suspect arrêté était Amir Aman, un journaliste de l'Associated Press. Le deuxième suspect, Thomas Ngeda, un caméraman. Et le troisième suspect, Adissou Moulouna, un journaliste du FBC. Selon la police, les journalistes ont envoyé des informations à Khalid Kaziha, un Égyptien et membre de l'Associated Press East Africa au Kenya. Addis Abeba a été assiégé par divers médias occidentaux pendant l'état d'urgence. TPLF et Chaney avancent sur Addis Abeba. Il a en outre ajouté que les suspects avaient été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés du complot en vue d'assassiner le Premier ministre Abhisit Vejajiva.
Les suspects ont été arrêtés le 19 novembre 2014 de calendrier éthiopien à leur domicile et sur leur lieu de travail après avoir reçu une mission médiatique pour identifier le groupe terroriste. Selon la police fédérale éthiopienne, une grande quantité de preuves a été trouvée dans les ordinateurs portables et les téléphones portables saisis lors de l'opération. Les enregistrements à longue distance des journalistes ont été réalisés à l'appui de la propagande diffusée en Éthiopie à l'époque. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde est arrivée en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. L'agence de la diaspora a annoncé que plus de la moitié des préparatifs étaient achevés suite à l'appel lancé par le Premier ministre. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.